Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous donner quelques conseils de lecture pour cet été. Voilà. Alors, premièrement, j'ai fait avec ce que j'avais dans ma bibliothèque. Je ne me sentais pas à l'aise à vous recommander des livres que je n'avais pas lus. Mais aussi, ce sont des livres en français. Je sais que certains d'entre vous ne lisent qu'en français et c'est parfaitement ok. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit que des lectures en français. Il y a également un peu de tout. Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ma sélection. N'hésitez pas à me dire si vous en avez choisi un et ce que vous en avez pensé surtout. Et on commence, c'est parti. On va commencer fort avec L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai vraiment adoré ma lecture de ce livre et je ne me voyais pas ne pas l'inclure dans cette sélection. Donc Christina Loren sont en réalité deux auteurs de plume, ce sont des meilleurs amis qui ont écrit plein de livres et que j'adore vraiment. Déjà la couverture fait vraiment vacances. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Okay. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mésaventure inexplicable, licenciement récent, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Hélas pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré. Olive, déterminée à faire bonne figure, se prépare à vivre un enfer. Mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. Ce livre est tellement drôle. Il est très facile à lire. On suit l'histoire du point de vue uniquement de Olive et l'épilogue du point de vue de Ethan. Voilà. J'adore Olive, elle est très drôle, vraiment malchanceuse. La relation entre les deux qui sont ennemis et qui finit par s'adoucir est vraiment super chouette. La famille d'Olive, qui est une famille hispanique, est vraiment très présente avec cousins, cousines. Vraiment, il est génial. Je vous le recommande grandement. Il sera parfait à lire sur un transat au bord de la piscine ou de la mer.
leur première rencontre quand elle lui a avoué de but en blanc qu'elle serait honorée de lui offrir son corps, jusqu'au jour où elle lui a vomi avec grâce sur ses chaussures. Josh a toujours pensé qu'Hazel relevait du spectacle plus que de l'être humain. Mais 10 ans plus tard, après une relation houleuse avec une fille qui l'a trompé, sortir avec Hazel est une vraie bouffée d'air frais. Non que Josh et Hazel sortent ensemble, parce qu'organiser en duo une série de double date de plus en plus catastrophique signifie bien qu'il n'y a rien entre eux, n'est-ce pas? Si certains d'entre vous ont regardé la série New Girl, Hazel, c'est Jess. Voilà, si vous avez aimé le comportement un peu enfantin, loufoque, drôle de Jess dans la série New Girl, vous allez adorer Hazel. Elle est vraiment positive, pas prise de tête. Oui, elle parle sans filtre et des fois elle dit des choses ou trop drôles ou alors c'était pas le bon moment de les dire. J'ai vraiment adoré Hazel. Josh, quant à lui, si je me souviens bien, il est coréen. Donc ça aborde un petit peu cet aspect très réservé dans la culture coréenne. Mais je vous le recommande, les double dates foireux sont vraiment à mourir de rire. Pareil, il est très facile à lire. Vous allez l'adorer vraiment. Moi je l'adore en tout cas. Et on passe au dernier livre de Christina Lauren. Je vous promets qu'après c'est fini. Mais vous allez comprendre pourquoi. Something Wilder. Alors, oui, le titre est en anglais. Oui, ma copie est en anglais. Mais il a récemment été publié, édité par Hugo Romance en français. Donc, j'ai la version anglaise dans les mains. Mais en librairie, vous trouverez la version française. Voilà. Il fait très été aussi. Alors, je vais pas vous lire le dos parce qu'il est en anglais, ça vous aidera peut-être pas. Mais Lily est la fille d'un très célèbre chasseur de trésors. Cependant, ce chasseur de trésors a disparu, il est décédé, voilà. Même s'il lui a laissé un petit peu de sous de côté, malheureusement elle a perdu le ranch dans lequel elle avait grandi. Elle va cependant utiliser ses connaissances en termes de chasse au trésor pour organiser dans les vallées, enfin les canyons de l'Utah, des chasses au trésor pour les touristes, voilà tout simplement. Léo a connu Lily quand il était jeune. Lui, c'est un garçon de la ville, mais il a passé un été dans le ranch avec Lily et son père, et voilà, ils sont tombés follement amoureux. Le souci, c'est que au début du livre, c'est plusieurs années plus tard, et on ne sait pas pourquoi ces deux-là ne sont plus ensemble, et Lily avoue que Léo lui a brisé le cœur. Mais ce qui est bizarre, c'est que Léo parle d'elle en disant que c'est son seul véritable amour et qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, même s'ils ne sont plus ensemble. Ils se retrouvent un peu par hasard parce que Léo et ses amis organisent tous les ans des vacances ensemble et ils se retrouvent à participer à l'une des chasses de trésors menées par Lily et son ami. Tout ne va pas se passer comme prévu, bien évidemment, et vous allez naviguer entre cette fameuse chasse au trésor, les événements qui sont visiblement contre Lily, Léo et le groupe d'amis, et également cette petite histoire d'amour en quelque sorte. Voilà. Pareil, alors en anglais il est facile
c'est assez récent encore les événements. Et il y a une certaine poursuite en voiture qui m'a vraiment fait pleurer de rire. Au point que j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message vocal à mon cousin en lui disant c'est nous. En fait c'est nous quoi. Enfin bref, si vous avez envie de vous plonger dans une chasse au trésor au milieu des canyons de l'Utah avec Lily et Léo et leur passé un peu houleux, allez-y, je suis persuadée que vous allez l'adorer. Et ce que je trouve bien avec les livres de Christina Lauren, c'est que même si parfois certains personnages peuvent se ressembler, il y a toujours la même essence entre les personnages, quels que soient les livres. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà. Et on va terminer cette pile de comédie romantique avec The Love Hypothesis. Alors, pareil, je crois que je vous l'ai déjà présenté en vidéo et il est vraiment très 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 connu, à raison, je pense. Donc, c'est un livre de Ali Hazelwood. Je vous lis le temps. Hypothèse, nom commun. Supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloigné de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith, je sais pas ce qu'ont les Américains avec le prénom Olive, mais soit. Donc Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carlson, éminent professeur régnant sur le laboratoire de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là. Mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Et Christina Lauren a laissé une licorne de roman, mariage subtil entre profondément cérébral et délicieusement rêveur. Christina Lauren a validé, donc on valide. Alors, ce livre est un peu différent des précédents. On n'est pas vraiment sur une comédie romantique à proprement parler. On est également sur ce qu'on appelle un slow burn, c'est-à-dire que les choses et la relation entre Olive et Adam va vraiment évoluer petit à petit. C'est pas quelque chose que j'apprécie avec un grand A, mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange non plus. J'aime bien quand on rentre dans le vif du sujet, mais je trouve que ça colle effectivement bien au caractère réservé des deux personnages, que la relation se pose avec le temps. Également, on est dans un milieu scientifique, et même si parfois Olive explique ce qu'elle fait ou sur ce quoi elle travaille, pardon, ce n'est pas abrutissant et au contraire peut-être que ça peut vous apprendre quelques termes. J'avoue ne pas avoir retenu les termes scientifiques, mais voilà. C'est vraiment un chouette livre pour le coup. J'ai également lu Love on the Brain qui a été publié en français. Attendez, je vais le chercher. Donc voilà, Love on the Brain, pareil, je l'ai en version anglaise, mais il a été en mai, je crois, édité par Hugo Bosch, ou peut-être non, c'est peut-être Hauteville, pareil, en français. Alors, pareil, on suit
parce qu'il a refusé de travailler avec elle sur un projet. Et même si elle fait partie de ce programme à la NASA, elle a la sensation qu'il veut tout faire pour la dégager. Son matériel n'est jamais arrivé à temps. On l'a fait travailler avec des ordinateurs vétustes, du coup ça lui fait accumuler du retard. Elle doit rendre des comptes à l'université qui l'embauche, enfin voilà. Alors, j'ai un problème avec ces deux livres, je dois avouer. Ils sont tous les deux super bien. J'ai préféré Love on the Brain parce que pour le coup, il est hilarant. Et si vous pouvez vous procurer l'édition en français, je vous le recommande. J'ai adoré le caractère de Pi qui a les cheveux violets, des piercings partout, des tatouages, qui s'habille en legging Galaxy. Enfin vraiment, dans les bureaux de la NASA, je dirais pas que ça fait tâche, mais c'est vraiment cocasse. Cependant, en termes de personnage masculin, j'ai préféré Adam Carson. Selon moi, Ali Hazelwood aurait fait un 100% parfait si elle avait pris le personnage féminin de ce livre-là, le personnage masculin de ce livre-là, et avait créé toute une histoire ensemble. Mais je pense pas que ça arrivera. Cependant, ce livre est vraiment mignon et comme je l'ai dit, on est sur un slow burn, ça arrive doucement mais sûrement. Celui-ci est hilarant et on rentre assez vite dans le vif du sujet. Donc si vous voulez vraiment passer un bon moment et découvrir l'univers d'Ali Hazelwood, les sciences, etc., les femmes dans les sciences, dans le milieu de la science, vous pouvez vous les procurer. Il est en français, déjà disponible depuis longtemps. Celui-ci est sorti en mai en français. Bien, maintenant que j'ai fini de vous présenter ma pile de livres de comédie romantique, on va passer aux classiques. Quand je parle de classiques, je parle de mes classiques, ce que je préfère. J'ai du Victor Hugo, du Émile Zola, du Maupassant dans ma bibliothèque, dû à mon bac littéraire. Mais je pense pas que ce soit des lectures vraiment très divertissantes au bord de la plage ou de la piscine, selon moi. Attention, selon moi. En termes de classiques, moi je vous propose bien évidemment Orgueil et Préjugés. Je suis complètement amoureuse de cette version. Il y a d'autres livres de Jane Austen en version française dans cette édition-là, mais Orgueil et Préjugés est juste magnifique. C'est mon livre préféré de cet auteur, voilà. Et l'adaptation cinématographique avec Keira Knightley dedans est vraiment super chouette. Je vous le présente rapidement, bien sûr, mais je pense que vous le connaissez déjà. Donc on suit Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Elizabeth Bennet est une personne qui ne croit pas forcément au mariage, qui ne s'empresse pas de trouver un mari, voilà. Cependant sa mère, qui n'a eu que des filles, est très stressée par la question, puisque à l'époque il fallait marier ses filles assez rapidement, sinon elles devenaient une sorte de charge pour la famille. On est en Angleterre au 19e siècle, donc voilà, c'est pas vraiment contemporain quoi. Et puis un jour, Monsieur Bingley loue la grande demeure de la ville et vient y habiter avec sa sœur et Monsieur Darcy. Elisabeth et Monsieur Darcy vont se détester. Lui est très froid, très réservé et elle n'a pas peur de défendre son point de vue. C'est une personne qui est très éduquée, très comment dire, très intelligente, très j'arriverai pas à trouver le terme, mais elle sait remettre les gens à sa place avec beaucoup de grâce et beaucoup de, on va dire très habilement, voilà. Cependant leurs chemins vont
je vous le présente dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il est moins léger à lire que les comédies romantiques que je vous ai présentées. Néanmoins, j'ai adoré. Voilà, c'est une époque différente, des coutumes différentes. C'est vraiment différent. Je vais arrêter de dire le mot différent, n'est-ce pas? Parce que à cette époque-là, se frôler les mains, c'était déjà un acte vraiment très 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 intime. Dans les livres que je vous ai présentés avant, on se tient la main, on s'embrasse en public. Voilà quoi. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu vraiment romancé, je vous conseille Orgueil et Préjugés. Ensuite, deux autres de mes classiques qui là sont plus dans le mystère en quelque sorte. C'est Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Si vous voulez une enquête policière et des rebondissements, je vous les recommande. Si vous voulez également essayer Agatha Christie, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais lu ses livres, je vous les recommande. Le Crime de l'Orient Express m'a laissé bouche bée. Le retournement de situation à la fin est juste incroyable. Alors j'ai une très très vieille version dans les mains. Elle date de novembre 1986, donc 11 ans avant ma naissance. Mais je l'adore en fait. J'ai pas envie de racheter une autre version de ce livre. J'ai vraiment envie de garder celle-là. Ça se passe pas en été, ça se passe dans l'Orient Express, le fameux train. Donc c'est assez fastueux. Et Hercule Poirot, le fameux Hercule Poirot, se retrouve dans ce train un peu par hasard honnêtement. Et dans ce train, une nuit, un des passagers meurt. Le souci c'est que le train était en marche. Et donc le tueur est parmi justement les voyageurs du train. Et il va falloir enquêter. Je vous lis rapidement ce qui est écrit derrière, peut-être que ça expliquera mieux. L'employée s'épongea le front. Elle prétend qu'un homme se cache dans son compartiment, comme si nous n'avions pas assez d'ennui avec cette neige. Monsieur n'a donc pas remarqué que le train ne roulait plus. Nous sommes bloqués par la neige. À peine Poirot se disposait-il à se rendormir qu'il fut à nouveau réveillé. On eût dit qu'un objet lourd était tombé près de sa porte. C'est que ça. Je pense que les descriptions à l'époque n'étaient pas... voilà. C'était une partie du livre qu'on collait sur la quatrième de couverture. Mais vraiment, si vous voulez suivre une enquête avec un retournement de situation incroyable, lisez Le Crime de l'Orient Express. Pour ce qui est de Mort sur le Nil, Hercule Poirot se trouve mêlé à une enquête également un peu par hasard. Un couple de jeunes mariés effectue leur lune de miel, sauf que l'ex-fiancé du mari les suit et arrive toujours à savoir où ils se trouvent. Malheureusement, lors d'une croisière sur le Nil, la mariée est retrouvée morte dans son lit. Et un peu comme le Crime de l'Orient Express, le bateau était sur l'eau, donc le tueur se trouve parmi les voyageurs de la croisière. Voilà. Si vous voulez découvrir Agatha Christie, son univers, sa plume, je vous recommande vraiment ces deux livres-là. Ils sont assez petits, vous voyez, c'est une lecture vraiment rapide. Mais voilà, sinon il y a plein d'autres livres d'Agatha Christie. Ils étaient 10, Le Crime est notre affaire. Voilà, vous en avez plein, mais je vous recommande vraiment ces deux-là parce que ce sont des enquêtes d'Hercule Poirot et parce que les retournements de situation sont vraiment chouettes, surtout dans Le Crime de l'Orient Express. Et pour finir, je vais vous parler de développement personnel. Alors, durant ma dépression, je me suis intéressée à ce genre littéraire parce que voilà, j'avais envie d'apaiser un peu mon esprit, je suppose, et peut-être de trouver des réponses à des questions que je me posais à l'époque. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que c'était pas un
parce qu'un jour vous êtes dit ça suffit. Voilà, n'attendez pas le 1er janvier pour faire des résolutions. Faites-les quand c'est le meilleur moment pour vous, quand vous vous sentez prêt et prête. Donc, Ta deuxième vie commence est un roman sous fond de développement personnel. Je vous lis la 4e de couverture. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Voilà. Donc, c'est une maman qui est mariée, Camille, mais elle a l'impression d'être déconnectée avec son enfant. Les relations avec son mari ne sont pas conflictuelles, mais elles ne sont pas forcément non plus très joyeuses. Elle ne se sent pas valorisée dans son travail, et sa mère, qui a vraiment peur que sa fille manque d'argent ou autre, la force à s'accrocher à un travail qui voilà, ne lui apporte pas la reconnaissance qu'elle mérite. Donc on va suivre les petits exercices que Claude va donner à Camille, dans lesquels elle va pouvoir relâcher la pression, se libérer, être honnête avec elle-même et tout simplement, comment dire, voilà, reprendre sa vie à zéro, en quelque sorte, modifier ce qui doit être modifié et transformer en fait son quotidien et surtout sa relation avec les autres pour être plus heureuse, s'affirmer et vraiment comprendre que c'est pas parce qu'elle a 38 ans que ça y est, sa vie est terminée et qu'elle doit se contenter de ce qu'elle a à l'heure actuelle. Voilà. C'est pas une lecture qui m'a vraiment plu, mais comme je vous ai dit, il a été vendu, je crois, à plus de 3 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça, traduit en plusieurs langues. Il y a une BD également qui est sortie, si vraiment l'aspect roman ne vous donne pas envie. Il y a une BD de ce livre qui était disponible, je sais pas si c'était une édition limitée ou pas, mais je l'ai vu dans les magasins. Mais voilà, si vous avez besoin un peu de cet aspect développement personnel, renaissance de soi, ça peut être une lecture qui va vous plaire. Et on finit donc avec les 4 accords Toltec. Alors, je ne saurais pas comment vous les décrire comme ça, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Mais pareil, c'est pas quelque chose qui m'a plu. J'avais vraiment l'impression de lire. Alors, encore une fois, c'est mon avis, mais un manuel d'entrée dans une secte. Bien sûr, pas une secte dangereuse, mais il y avait un fil un peu religieux pour moi qui suis athée, qui voilà, ne m'a pas convaincue. Donc les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, la voie de la liberté personnelle. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est
classiques, les comédies romantiques ou les livres un peu développement personnel. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Et encore une fois, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas